Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20 sur France 3, une heure d'information dont voici tout de suite le sommaire. À la une de l'édition nationale, cette nouvelle affaire de pédophilie. Un animateur est suspecté d'agression sexuelle sur des enfants de maternelle. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place dans cette école à Lyon. Dans la partie régionale du 19-20, Manuel Valls en visite officielle dans la région. Ce matin en Eure-et-Loir, ce midi dans le Loiret et cet après-midi dans le Loir-et-Cher. Un déplacement sur le thème de l'emploi avec la signature d'engagement sur la formation des chômeurs. Un week-end de prévention et d'appel aux dons. Le SIDAction a débuté aujourd'hui et cette année, l'accent est particulièrement mis sur la jeunesse. Moins vigilants, les 15-25 ans représentent plus de 10% des nouvelles contaminations. Et puis les basketteurs de Blois sur le parquet des grands, ils sont assurés de jouer en Pro B la saison prochaine. Une montée qui va exiger des moyens accrus en termes de budget et d'infrastructures. 5 lieux en une journée. Manuel Valls était donc aujourd'hui dans la région, accompagné de 3 ministres, la culture, l'agriculture et l'aménagement du territoire. Un déplacement autour du thème de l'emploi et de la relance économique. Reportage de Xavier Nézé et Grégoire Gréchois. Monsieur le ministre de l'Agriculture, venez goûter un peu les produits là. Manger une madeleine en Eure-et-Loir, cette référence à Marcel Proust signifie peut-être qu'il y a eu trop de temps perdu depuis le début du quinquennat en matière d'emploi. Et pour le rattraper, Manuel Valls a cavalé toute la journée d'un département et d'une entreprise à l'autre, avec à ses trousses l'habituel cortège politique et médiatique. À Auneau, dans l'usine du groupe Novandi, le Premier ministre s'est passionné pour la fabrication de yaourts industriels. À Saint-Jean-de-Bray, chez LVMH, propriété du milliardaire Bernard Arnault, il s'est intéressé à la fabrication de parfums et de crèmes pour la peau. Et puis dans l'antenne Pôle emploi de Saint-Jean-de-Bray également, il a observé le nouveau parcours d'accompagnement des chômeurs. C'est une agence qui n'existait pas. Non, pas à Saint-Jean. C'est ça, il n'existait pas à Saint-Jean, c'est ce que j'ai vu. Officiellement, Manuel Valls n'est pas venu dans la région pour défendre la loi El Khomri, mais pour communiquer sur les conséquences qu'il espère positives de la loi NOTRe, qui prévoit entre autres le transfert de nouvelles compétences aux régions. Concrètement, cela veut dire établir clairement les responsabilités de chacun et respecter les compétences de tous, laisser plus de marge de manœuvre aux régions pour innover, expérimenter de nouvelles méthodes d'action, adaptées à leurs besoins. Et la région Centre-Val de Loire sera la première en France avant que d'autres ne suivent l'exemple, à se saisir de cette opportunité. En décembre dernier, lors du premier discours suivant sa réélection, François Bonneau avait demandé un changement de cap économique au gouvernement. Sa présence aux côtés du Premier ministre semble prouver qu'il a été entendu. Non seulement on a été entendu, mais j'ai construit en tant que président délégué de l'ARF, avec le gouvernement, avec le Premier ministre, un protocole qui va progressivement se décliner sur l'ensemble des régions, mais que j'ai voulu décliner le plus vite possible dans ma région. On a été entendu, il y a un processus de décentralisation pour une action plus efficace de l'État, et je crois que ça doit être un gage d'énergie qu'on peut envoyer à l'ensemble des entreprises de notre région et des demandeurs d'emploi de notre région. Le Premier ministre a pu afficher en une journée sa proximité avec les grands patrons et avec les grands élus. Reste à se réconcilier avec l'autre gauche, celle qui occupe la rue pour protester contre la loi El Khomri et qui a profité de sa visite pour réunir à nouveau quelques manifestants. L'État et la région main dans la main pour relancer l'emploi. Le centre Val de Loire sera donc le premier territoire à expérimenter la plateforme commune annoncée il y a quelques jours par l'exécutif devant l'Association des régions de France. Alors en quoi consiste-t-elle? Quels objectifs? Décryptage avec Jean-Pierre Aubry. L'État et les régions ont décidé d'unir leurs forces en créant une plateforme commune pour relancer l'emploi avec plusieurs objectifs communs. D'abord, concernant l'emploi, la formation et l'orientation, créer des délégations de compétences pour coordonner les actions en matière d'emploi et de formation, rationaliser et mutualiser les moyens financiers, instaurer un droit au retour en formation à travers le compte personnel d'activité, renforcer le partenariat avec Pôle emploi qui bénéficiera d'un transfert financier de l'État vers les régions. Ensuite, concernant l'apprentissage, développer l'alternance à tous les niveaux du parcours scolaire, y compris dans l'enseignement supérieur. Créer en septembre 2016 500 formations aux nouveaux métiers avec 1000 postes d'enseignants. Développer les campus des métiers en favorisant la complémentarité des formations. Enfin, en matière de développement économique, coordonner les financements de la BPI, la Banque publique d'investissement, avec les actions menées par les régions dans ce domaine.
Le coup d'envoi du SIDAction, un week-end de sensibilisation. Vous pouvez également faire un don en appelant le 110 ou sur Internet. Cette année, la campagne met l'accent sur les jeunes car un fort relâchement de la prévention est constaté chez les 15-25 ans. Précision d'Alain Eudes, Isabelle Racine. Antoine pense qu'une personne séropositive a forcément le sida, d'accord ou pas d'accord? Les jeunes et le sida, c'est la première cible du SIDAction 2016. Un récent sondage montre que 30% des 15-17 ans n'ont plus peur de cette maladie. Ils sont aussi 30% à avoir des représentations inexactes du sida et de ses modes de transmission. Par exemple, un jeune sur 5 pense que le virus peut se transmettre par un simple baiser. Le spécialiste orléanais du syndrome d'immunodéficience acquise n'est hélas pas surpris. La représentation du sida en tant que maladie mortelle a disparu. Et chez les jeunes, chez qui ces pratiques sont effectivement de non-utilisation du préservatif sont de plus en plus répandues, effectivement, on se sent lorsqu'on est jeune invincible et le sida ne passera pas par moi, même si je n'utilise pas de préservatif. Or, le préservatif va permettre de lutter également contre l'ensemble des infections sexuellement transmissibles qui doivent être diagnostiquées et qui se diffusent de façon beaucoup plus importante en termes de transmissibilité que le virus du sida. L'exemple de la syphilis est très marquant. Au centre hospitalier d'Orléans, on en diagnostiqué 2 cas par année il y a seulement 5 ans. En 2015, c'était 2 cas par semaine. Et depuis le début 2016, c'est 2 cas par jour. Du sport avec à Bourges les championnats du monde d'escrime cadet et junior. Pendant 10 jours, quelques 1500 jeunes athlètes âgés de 16 à 20 ans et représentant plus de 120 nationalités s'affrontent. 3 armes en lice, l'épée, le fleuret et le sabre. Et puis, autre rendez-vous sportif d'envergure mondiale jusqu'à dimanche. Orléans accueille l'International Challenge de badminton. L'occasion de voir évoluer quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète. Un tournoi à enjeu, comme nous l'explique le président du comité organisateur. C'est la 5e édition internationale du tournoi d'Orléans. Donc, on est sur un International Challenge depuis maintenant 4e saison. Cette année est une année spéciale parce qu'on est sur les parcours olympiques. Donc on est sur la dernière ligne droite des JO. Les joueurs sont venus ici pour gagner les derniers points qui leur manquent pour aller à Rio ou pour aller au championnat d'Europe qui va se dérouler en Vendée à la fin du mois. Eux n'ont plus besoin de points supplémentaires pour rejoindre l'élite. Mardi dernier, à 5 journées de la fin de la saison, les basketteurs de Blois ont définitivement décroché la première place du championnat. L'an prochain, ils évolueront en Pro B. Une montée qui va exiger des moyens accrus. Reportage Mélior Mohamed, Alain Eudes. Le parquet du Palais des Sports de Blois envahi par les supporters de l'ADA Blois Basket. Mardi soir, le club a décroché sa montée en Pro B. Une 25e victoire qui ponctue un parcours jusque-là irréprochable, avec seulement 4 défaites. J'ai beaucoup de joueurs qui ont pas mal de talent, qui pourraient avoir des meilleures statistiques dans d'autres équipes. Mais je crois qu'ils ont eu l'intelligence de se dire ensemble on peut faire des choses très bien. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et ça, comme je dis, ça peut paraître un peu banal ou un peu bateau comme recette, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Avec plus de 160 partenaires et un budget d'1 250 000 €, l'ADA n'a pas à rougir face à l'élite. Mais son entrée chez les pros exigera un effort financier. Bien sûr, tous nos fidèles partenaires, ce réseau et cette base solide nous a fait part de leur envie de continuer à soutenir le projet. Il y a un cahier des charges dans la Pro B qui est encore un peu plus détaillé. On fait beaucoup de choses déjà qui rentrent dans cette logique-là, mais il faut qu'on aille un peu plus loin dans la démarche. À l'étroit depuis 50 ans, dans un palais des sports vieillissant, le club attend patiemment l'ouverture du jeu de paume. Une salle aux normes, mais avec une jauge inférieure aux espérances de l'ADA. Je suis garant de la gestion des fonds publics. L'argent public, c'est l'argent de tout le monde. Il y a eu des discussions, on nous a même dit à un moment donné il faudrait 4000 places. Alors les 4000 places existent, mais dans la version concert. Je crois que pour le basket, une jauge de 2005 sera un très bon chiffre, je n'ai aucun doute là-dessus. L'équipe doit encore jouer 4 matchs avant de pouvoir célébrer le 30 avril prochain, à Blois, son sacre de championne de France. L'espoir d'un carnet rose aux eaux de Beauval, l'insémination artificielle de la femelle panda a échoué. Alors les vétérinaires vont tenter une expérience inédite, utiliser un ours comme mère porteuse. Précision de Rebecca Benbourek et Amélie Rigaud-Donsou. Elle a joué dans L'ours de Jean-Jacques Hano. Aujourd'hui âgée de 28 ans, c'est un nouveau rôle qui l'attend.
Gogol, la star du zoo Parc de Beauval, va devenir mère porteuse pour bébé panda. Ça peut surprendre, mais c'est notre choix. C'est notre seule chance cette année de voir naître un bébé panda au zoo Parc de Beauval. Il y a maintenant urgence. Les pandas sont là depuis 2012 ici à Beauval. Donc nous tentons tout pour eux tout. Car l'insémination artificielle d'il y a un mois n'a pas fonctionné. Aucune gestation n'est en cours pour Wanwan, la femelle panda. Problème, l'animal n'est fécondable qu'une seule fois par an. Le plan B a donc été lancé. Donc en fait, c'est une cuve d'azote liquide qui permet de garder pendant des dizaines d'années en fait, des cellules comme des spermatozoïdes ou comme des ovules de différentes espèces. Le protocole est similaire à celui d'une fécondation in vitro humaine. Les ovocytes sont prélevés par ponction. Les spermatozoïdes du mâle sont recueillis par stimulation. Une fois la fécondation réalisée, l'embryon est implanté dans l'utérus de la femelle ours, Gogol. Ce type d'expérience génétique a déjà réussi sur des cervidés. C'était il y a 12 ans dans l'Indre. Ces 4 fans se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Pourtant, 3 sont nés d'une fécondation in vitro puis d'une transplantation embryonnaire réalisée par l'INRA et le parc animalier de la Haute-Touche. Aujourd'hui, les vétérinaires de Beauval espèrent reproduire le procédé sur les ursidés, la famille des ours et des pandas. On est sur une espèce qui est très proche, donc normalement, il n'y a pas de souci génétiquement. Elle devrait pouvoir accueillir cet embryon. La grande question, c'est de savoir un peu comment elle va réagir à la naissance, puisqu'un bébé panda, ça fait 150 grammes. C'est pas du tout la taille d'un petit ourson. Le seul risque de l'opération est en effet psychologique. Il est possible que le bébé panda se prenne pour un ourson. Avis aux amateurs de musique, le Printemps de Bourges débute dans une dizaine de jours. Cette année, il fête ses 40 ans et pour l'occasion, France 3 Centre Val-de-Loire a sélectionné 40 vidéos afin de replonger ensemble dans les archives. C'est à découvrir sur notre site internet. Regardez. Alors on danse. 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 Et pas de danse cette semaine dans notre agenda culturel, mais beaucoup d'autres choses, du piano à Orléans ou encore un instant festif à Châteauroux. Mais d'abord, coup de projecteur sur un écrivain du Perche qui publie son premier roman. C'est avec Arnaud Moreau et Isabelle Racine. L'agenda culturel, contrairement aux apparences, ne vous parle pas de musique cette semaine, mais de littérature. Le piano dans l'éducation des jeunes filles, un roman de Stéphane Barsac. La campagne du Perche. C'est dans ce cadre reposant que Stéphane Barsac a écrit son ouvrage. Le personnage principal est un écrivain amoureux d'une pianiste. Le week-end arrivait. Sonia me proposa de partir pour la campagne avec Roxana. Elle pourrait répéter et je pourrais écrire à mon aise. Nous irions chez Antoine Roussel, un camarade du conservatoire dont les parents possédaient un manoir. C'est ainsi que nous nous rendîmes dans une propriété du Perche, où les roses éclataient de toutes les couleurs et où les arbres fruitiers, plantés dans le bois, était un régal propre à inspirer des suites pastorales à défaut d'une symphonie. Avec humour, Stéphane Barsac se sert de cette relation pour décrire la société d'aujourd'hui, en pleine contradiction entre les traditions, le travail au long cours et l'immédiateté des nouvelles technologies. Aujourd'hui encore, on continue par exemple à jouer du piano avec tout ce que ça implique, en même temps qu'on vit à l'heure d'Internet. Et sur le plan amoureux, on voit bien qu'effectivement, à la fois on cherche le grand amour, et il y a une débauche grâce à la technique, avec les sites de rencontres, tout ce qu'on veut, qui font que ce grand amour est recherché dans les conditions parfois les plus incroyables. L'auteur, journaliste de formation, mais aujourd'hui touche à tout, a voulu se faire plaisir. Il a écrit ce roman en fonction de ses envies, pas pour plaire à quelqu'un. Il faut avant tout que j'essaie de m'amuser avec ce monde complètement taré, complètement déjanté dans lequel nous vivons et qui est complexe à tel point qu'effectivement chacun a tendance à se replier sur soi-même, alors que ce qui est intéressant, c'est d'arriver justement à partager les uns avec les autres toutes nos perplexités, toutes nos interrogations et toutes nos recherches. Stéphane Barsac prend des notes dans ce calepin sur les gens qu'il rencontre, notes qui vont l'aider à créer des personnages. Un écrivain, par définition, c'est une éponge.
c'est quelqu'un qui prend à lui tout le monde. Et c'est en même temps quelqu'un qui restitue à travers une vision, à travers un langage, ce qu'il a pu voir chez les uns et chez les autres. Et un roman est d'autant plus réussi qu'à mon avis, alors ça n'engage que moi, l'écrivain est absent du livre. Il est présent en étant absent. Et effectivement, il y a beaucoup de moi, mais j'ai tenu à ce que tout ait sa propre logique et tous les personnages aient leur vie presque indépendante de la mienne. L'écriture de ce roman a pris plusieurs années. À peine publié, l'auteur travaille déjà sur un autre ouvrage au thème bien différent. Parmi les idées de sortie, un incontournable de la pop française, Rover, se produira ce vendredi à Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le Loiret. Les photos de Robert Capa, pour une fois exposées en couleur, à voir au château de Tours jusqu'au 29 mai. Et on va faire la fête ce samedi au MAC 36 de Déol dans l'Indre avec Patrick Sébastien. Pour finir, du piano, pour de vrai cette fois-ci. Aline Piboul se produira dimanche matin à Orléans, salle de l'Institut. Voilà, l'agenda c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres découvertes et idées de sortie dans la région. Un rendez-vous à noter demain à 11h30. Vous retrouverez La Voie est libre. Il sera question de la ligne ferroviaire Paris-Tours. 5 ans après la mise en place du cadencement, l'offre de service aurait diminué selon les associations d'usagers. On écoute les invités à propos du pourcentage de trains à l'heure. On est à 93 au 27 mars, donc ça va un peu mieux. C'est pas suffisant parce que arriver avec 8 minutes de retard quand on le fait tous les jours et qu'on s'est levé à 5 heures du matin, bah, ça fait 8 minutes et après il y a le RER, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué, mais c'est vraiment notre premier cheval de bataille sur la qualité de service, c'est la régularité. Je pense que cette question de ponctualité, je vais faire une analogie avec le climat. Il y a la température réelle et la température ressentie. La température réelle, ça s'améliore, mais la température ressentie, j'ai quand même l'impression qu'il y a un vent cinglant d'est ou de nord qui souffle dans les gares et le ressenti des clients, je veux dire, leur ressenti, c'est qu'il y a une véritablement détérioration en termes de ponctualité, même si statistiquement, on essaye de leur dire que ça va un petit peu mieux. Et puis pour continuer à bien recevoir La Voie est libre ainsi que tous nos programmes, un rappel, à partir du 5 avril, la TNT passe en haute définition. Il vous faudra donc lancer une nouvelle recherche de chaîne sur votre téléviseur. Et puis si vous captez par antenne râteau, vérifiez la compatibilité de votre poste. Si vous l'avez acheté avant 2012, vous avez peut-être besoin d'un décodeur. L'information de proximité continue, à suivre vos éditions locales en Touraine et dans le Berry. Partout ailleurs, on se retrouve juste après la météo pour 7 au centre. A tout de suite. La météo avec Norten. Norten, aménagement, décoration, jardinage. Bonsoir à tous. Demain samedi, un voile d'altitude arrivé en fin de nuit va s'épaissir au fil des heures. On passera alors à un ciel couvert avec d'épais nuages à la mi-journée avec déjà la possibilité de quelques gouttes de pluie sur l'Indre. Les températures au petit matin, 1 degré à Chartres, 2 à Orléans et Vendôme, 3 à Tours et Romorantin et 4 degrés à Bourges ou encore à Châteauroux. L'après-midi, de faibles précipitations deviendront possibles sur l'ouest de la région avant un épisode pluvieux plus marqué pour la soirée, y compris plus à l'est. Les températures maximales, 13 à Chartres et à Vendôme, on attend 14 à Orléans, 15 à Romorantin et Châteauroux, 16 à Bourges et jusqu'à 17 degrés demain après-midi à Montargis. Dimanche s'annonce la journée la plus douce de la semaine, mais la masse d'air assez humide va générer des bourgeonnements susceptibles de déposer une ondée déjà en début d'après-midi sur le sud du Cher. Averses qui vont se généraliser par la suite sur l'ensemble du Berry avec un risque d'évolution orageuse. Les températures 7 à 19 degrés, puis lundi
samedi. Le ciel sera variable en matinée, puis de petites précipitations vont nous concerner l'après-midi sous forme de pluie ou d'averses. Les températures 7 à 15 degrés. Demain, nous serons le samedi 2 avril, nous fêterons toutes les Sandrines et le soleil va nous quitter à 20h23. Je vous souhaite de passer un très beau week-end.